bonsoir à tous et merci pour toutes ces présentations passionnantes et Émile pour cette transition. Parce qu'effectivement, ce soir, je vais essayer de m'appuyer sur différentes études pour vous parler de ce qui se passe au niveau de la sexualité en France et pas que, depuis donc ces premiers temps de pandémie. Alors, le professeur Patrick Berche parlait de tournant de la vaccinologie et j'aimerais reprendre ça au niveau bien, de ce qu'on peut apercevoir en milieu de psychologie, sexologie et aussi d'addictologie. Notamment. J'ai la chance d'intervenir dans ces trois domaines. Et ce soir, donc, on va parler de sexualité. C'est un sujet qui pourrait paraître un peu trivial après les prestigieuses présentations précédentes, mais en même temps, c'est un sujet qui est au cœur de l'humain. Pourquoi? Parce que la sexualité, c'est vraiment au carrefour du soma et de la psyché. C'est au carrefour de toutes les relations. Et finalement, c'est un bon baromètre pour savoir où en est l'état d'une société. Donc évidemment, pour la pandémie, depuis mars 2020, il est évident qu'il y a eu des conséquences sur les scripts de la sexualité, comme on dit dans notre jargon. Et je vous propose d'essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe depuis un an et demi bientôt. Donc, pour traiter de cette problématique du cœur et du corps humain, ce soir, je vais m'appuyer sur plusieurs études, dont une de la revue bilingue et pluridisciplinaire qui s'appelle Sexologie, qui est un comité de lecture, et puis notamment aussi des dernières études récentes, très fraîches, qui datent de quelques semaines, voire quelques mois, de l'INSEE et de l'IFOP. Donc, incontestablement, on peut dire que cette pandémie a modifié les modes de rencontre, ainsi que les relations amoureuses et sexuelles entre les individus depuis le premier confinement. Et puis aussi après, avec les déconfinements, les reconfinements, couvre-feu, bref, tout ce que nous connaissons tous depuis mars. Tout ceci avec les restrictions, les gestes barrières qui étaient très justifiés, évidemment, ont eu malgré tout un impact sur le relationnel et d'autant plus sur l'intimité et évidemment la sexualité des ménages. Pour une majorité d'êtres humains, en 2020 et 2021, la règle générale est devenue la suivante: on ne se voit plus, on ne se touche plus, on ne s'embrasse plus, ou alors à distance. Voilà une injonction paradoxale quand on parle d'intimité et de sexualité, et on va voir ce que ça peut signifier. Donc, et quelles seront les conséquences à moyen et long terme, si on peut faire des prospectives par rapport à ça, sur les relations humaines. Alors, on peut dire que l'une des premières conséquences de cette distanciation a été, et c'est vraiment très flagrant, au niveau du taux de procréation. En effet, selon les dernières enquêtes de l'INSEE, le taux de natalité en France a chuté de 13% entre janvier 2020 et janvier 2021. 13%, c'est énorme. L'analyse est simple, en fait, le contexte de crise sanitaire et de forte incertitude liée à la pandémie a pu décourager les couples à procréer et les inciter à reporter leur projet de parentalité. De plus, on a vu aussi que les centres de procréation médicalement assistée ont été fermés durant le premier confinement. Et il y a eu aussi des peurs, des craintes au niveau de la transmission, comme c'était déjà le cas au niveau du VIH-Sida, entre les naissances de la mère donc, et la transmission de la mère au nouveau-né. Et l'INSEE aussi de rappeler que pendant le premier confinement, tous les centres donc ont été fermés pour la procréation médicalement assistée, mais aussi l'accès à certains recours thérapeutiques. La PrEP, par exemple, au niveau donc on en parlera peut-être plus tard, ce sont des traitements de préexposition pour certaines pratiques sexuelles lorsqu'il y a des infections sexuellement transmissibles. Et du coup, en 2020, on voit qu'il y a eu 735 000 naissances en France. Or, il s'agit du taux de naissance le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale, donc ce qui n'est pas rien. Mais outre la procréation, on voit que la pandémie a enclenché également bien d'autres répercussions sur la vie des Français et sur leur intimité. Alors, même si cela
ne fait pas partie totalement de notre discours ce soir. On ne peut passer sous silence la hausse des violences conjugales. On en parle beaucoup et à juste titre, puisqu'une récente enquête qui date de fin mars pour Solidarité Femmes indique que près d'une femme sur 10 déclare avoir été victime de violences conjugales durant la première période de confinement liée donc à l'épidémie de Covid-19. Et de plus, l'inégale répartition qui existe encore au niveau des tâches ménagères et les charges mentales, domestiques et parentales ont représenté une source de tension importante, notamment pour les femmes, qui rapportent plus de disputes et de crises de couple entre mars et mai 2020 que précédemment. Alors, évidemment, ces émotions ressenties, ces comportements, tout le négatif qui a pu ressortir de cette période, eh bien, a produit un impact défavorable sur les rapports sexuels et sur le désir, bien sûr, et sur ce que l'OMS nomme la santé sexuelle, qui fait vraiment partie aujourd'hui du bien-être émotionnel et social. De plus, la présence des enfants à la maison lors du premier confinement et tout dernièrement également, avec la fermeture des écoles, a rendu plus difficile la possibilité de moments intimes. Donc, au final, on voit que les impacts délétères sur le psychisme, comme le stress, la pression, la charge mentale, les angoisses, les dépressions, n'oublions pas en fait qu'aujourd'hui, on a vu un écart de 15 points entre les dépressions en France avant la pandémie, qui se situait environ à 10% de la population, et aujourd'hui qui se situe à 25% de la population. Ce sont les dernières statistiques. On sera sûrement au-delà, au vu des consultations en cabinet de sexologie et en psychiatrie aussi. Eh bien, tout ceci a participé, à relever en fait, a participé de la diminution du désir chez les femmes, mais également chez les hommes. Et les problèmes logistiques ont fortement réduit, eux, la fréquence des rapports sexuels. Donc, en cabinet de consultation, on voit que c'est à peu près la même chose. On entend exactement les mêmes diagnostics. Donc, les statistiques recoupent la partie clinique. Toutefois, lors du second confinement, et on aura peut-être le temps d'en parler en fin de présentation, on a vu un rebond au moment du mois de novembre et mois de décembre, avec la réouverture des écoles, le retour à une activité professionnelle en présentiel plus fréquente, et certaines tensions ont pu s'apaiser. Ça s'est manifesté au niveau du désir et dans les pratiques sexuelles des Français. Mais revenons un petit peu juste avant. J'ai parlé beaucoup des couples et des enfants. Pour les célibataires, eh bien, c'est à peu près la même chose, peut-être même davantage, puisqu'ils ont vu leur activité sexuelle et leur vie affective fortement altérées, notamment donc, mars, avril, mai, les 3 premiers mois de la pandémie. Et la revue Sexologie a souligné particulièrement les difficultés face à l'isolement affectif. C'est ce qui ressortira de ces toutes récentes études également. On va en reparler. Alors, que s'est-il passé chez nos voisins? Eh bien, les enquêtes européennes corroborent les statistiques françaises. Le journal britannique de médecine sexuelle a évalué les conséquences de l'auto-isolement et de distanciation sociale. Entre nous, on pourrait peut-être parler de distanciation relationnelle ou géographique plus que sociale, mais c'est la formule qui fait foi. Donc, sur la distanciation sociale, donc, cette étude sur 1000 personnes à peu près révèle que 60% des participants ont rapporté ne pas avoir été sexuellement actifs, et ce, durant toute la période du premier confinement. De même, une étude conduite par des gynécologues italiens auprès d'une centaine de femmes en âge de procréer a rapporté une diminution de leur fonction sexuelle et de leur qualité de vie intime durant cette première période également. Si on rentre un petit peu dans les détails, cette étude indique que la proportion de femmes qui avaient en moyenne 6 rapports sexuels par mois avant la pandémie eh bien, déclarent avoir connu 2 rapports mensuels par la suite. Selon les auteurs, donc ces gynécologues italiens, l'impact négatif de la Covid-19 sur la fonction sexuelle et la qualité de vie montre comment un stress aigu peut affecter l'état psychologique.
Quand j'évoque les troubles de la fonction sexuelle, il s'agit en fait des douleurs pendant les rapports sexuels de type dyspareunie, des contractions douloureuses, les spasmes au niveau des muscles vaginaux, comme le vaginisme bien connu chez les sexologues et les gynécologues, et les problèmes de désir sexuel et d'excitation, mais également d'orgasme, donc qu'on appelle aussi anorgasmie ou trouble de l'orgasme. Tout ceci pouvant provoquer bien évidemment des problèmes donc, physiologiques, mais également des problèmes psychiques et de couple systémiques. Une autre étude polonaise, pour le coup, publiée par des gynécologues dans le Journal international pour la recherche en environnement et santé publique, a rapporté que le pourcentage de femmes souffrant de dysfonction sexuelle de type dyspareunie, donc les douleurs lors de la pénétration, a plus que doublé en passant de 15% avant la pandémie à 34% pendant le confinement. Ça se retrouve aussi dans le discours des patientes en France. Par ailleurs, une diminution de la fréquence des rapports sexuels a été observée là encore au regard de la précédente période. Donc, au vu de toutes ces enquêtes, il apparaît assez clairement que cette pandémie et les réponses gouvernementales mondiales qui ont été choisies ont provoqué des conséquences majeures dans le fonctionnement interne de nos sociétés, jusque dans les sphères mêmes de la procréation et de l'intimité des individus. Alors, à partir de ces premiers constats, il est intéressant d'aller un petit peu plus loin et de voir comment toutes ces mesures ont enclenché de nouvelles pratiques érotiques et sexuelles dans notre société. Et c'est là où on va voir qu'il n'y a pas qu'en vaccinologie qu'il y a un tournant, mais également au niveau de la sexualité actuellement des Français. Comme le confirme le directeur de recherche de l'INSERM, Alain Giamy, dans un article qu'il a consacré à l'émergence de nouveaux paradigmes des sexualités pendant la Covid-19, eh bien, il se passe en effet quelque chose de nouveau depuis l'année dernière, notamment au travers de deux phénomènes déjà présents. Ils étaient déjà présents au sein de la vie sexuelle des couples, mais aussi des célibataires, mais ils s'en sont trouvés renforcés, voire décuplés depuis mars 2020. Alors, de quoi s'agit-il? On n'a pas le petit carré blanc en bas maintenant aujourd'hui, mais je pense que voilà, le public est assez aguerri. Je vais parler premièrement de la pratique de la cybersexualité. La pratique de la cybersexualité avec l'explosion des connexions Internet à des fins sexuelles, avec notamment l'essor des inscriptions et des chats sur les sites de rencontres, les sites pornographiques également, les pratiques du sexting, j'en reparlerai, entre les partenaires, les envois de dick pics, donc ces photos à caractère sexuel dont le but est de présenter ses organes génitaux sous forme de photos et envoyer à quelqu'un de manière anonyme, ce qui peut causer des gros problèmes par l'effet de diffraction dans l'intimité, évidemment, d'autrui. Les amours par écran interposé, les essors des cam girls, donc les chats avec une personne de type escorte en face, etc., ont connu une recrudescence très importante durant cette période. Donc ça, c'est le premier point, j'y reviens. Le deuxième point, c'est l'explosion des ventes d'accessoires intimes, plus communément connus sous le nom de sex toys, principalement via les sites d'achat en ligne. Alors, pour les couples éloignés qui entretenaient une relation stable, on a vu que les confinements, les limitations de déplacement, l'auto-isolement et la distanciation physique, les couples aussi vivant dans deux pays séparés, par exemple, ont pu avoir, eh bien, tout ceci a pu avoir pour conséquence que les deux partenaires n'ont pu satisfaire un désir physique fort et réciproque. Dans ce cas, la sexualité a néanmoins été vécue, mais selon des agirs différents, grâce à l'utilisation d'Internet et des écrans. Comme le rappelle la revue Sexologie, je le cite, « La pratique du sexe en ligne avec le partenaire stable ne vivant pas sous le même toit a aidé certaines personnes à maintenir leur désir, à le satisfaire et à le préserver en attendant la fin de la pandémie. » En ce qui concerne les consultations en cabinet de sexologie, j'ai pu entendre très souvent de la part de mes patients que le recours à la cybersexualité
et au sexting. Alors, le sexting, ce sont des messages, des photos ou des vidéos à caractère sexuel envoyées à son partenaire dans le but de le stimuler, on va dire, son imaginaire et de procurer une excitation sexuelle. Eh bien, toutes ces pratiques ont été, d'après le discours donc, clinique en pratique, en cabinet, ont été très fréquentes, c'est-à-dire pluri-hebdomadaires, voire multi-quotidiennes. On retrouve surtout ça dans deux générations, précisément la génération X des 40-55 ans et surtout la génération Y des 20-40 ans. De même, l'utilisation de sites de rencontres qui ont vraiment explosé au niveau de leurs inscriptions a permis aux célibataires, par exemple, de faire bon nombre de rencontres virtuelles. Le passage à l'acte se passant principalement donc en visio, chacun utilisant la masturbation de chaque côté de son écran pour une sexualité basée sur une pratique cyber, c'est le terme qu'on désigne aujourd'hui, essentiellement donc sonore et visuelle. À ce propos, l'enquête française menée par Brice Gouvernet et Mireille Bonierbal sur l'impact du confinement sur les cognitions et émotions sexuelles a démontré que, je les cite, l'augmentation des relations sexuelles digitales a contribué à minimiser la probabilité d'apparition des émotions sexuelles négatives. Donc finalement, le sexe a pu être vécu comme quelque chose d'assez sécure via les écrans. C'est le paradoxe aussi, par rapport à une prophylaxie du coup, qui était exigée. Les cybersexualités, je poursuis leur citation, ne sont donc pas de facto pathologiques ou synonymes de comportement à risque, contrairement aux représentations encore dominantes dans notre société. Alors, en effet, les visios évitent les risques, comme on vient de le voir. On voit dans les statistiques qu'on parle également de safe sex, donc le sexe sécurisé, pour parler de toute la période de pandémie grâce à Internet. Et ces mesures donc, prophylactiques efficaces contre la propagation du virus, eh bien, se sont véritablement ancrées semaine après semaine, mois après mois, dans certaines pratiques sexuelles. Alors, il n'en reste pas moins que ces cyberéchanges sexuels vont quand même poser question, je pense, on le voit déjà dans notre société, petit à petit, notamment par rapport au respect de la vie privée et des enregistrements qui peuvent être divulgués. Certains de nos politiciens et sportifs en ont déjà fait les conséquences, subi les conséquences. Donc, on verra comment les choses vont se développer à moyen et long terme et je vous propose de reprendre ça en conclusion. Revenons aux sextoys, le deuxième point, donc les accessoires et les jouets intimes. D'après les dernières études qui ont été relayées par l'AFP tout récemment, ces derniers jours, les ventes d'accessoires sexuels ont enregistré en un an une nette augmentation au niveau mondial et un véritable essor vraiment dans notre pays. Comme je le disais précédemment, si les sextoys avaient déjà intégré les foyers français depuis, on va dire, une dizaine d'années, 20 ans après les États-Unis, mais tout ce qui vient des États-Unis n'est pas forcément bon. Mais voilà, on voyait vraiment que c'était en cours de transfert. Aujourd'hui, cette vente de jouets intimes a fait un bond considérable, et ce, depuis la première pandémie. Et on assiste finalement de plus en plus à une banalisation des utilisations auprès des célibataires, mais aussi, et c'est la grande nouveauté, auprès des couples. Le groupe berlinois, waouh, je vais citer plusieurs marques, qui commercialise 7 marques de sextoys, dont le très célèbre Womanizer, qui est un stimulateur clitoridien très très connu, qui s'est vendu à 4 millions d'exemplaires en Europe en quelques temps, eh bien, a triplé son chiffre d'affaires et a doublé ses ventes en France en affichant une augmentation de ce sextoys clitoridien de 113% en 2020. Idem pour la marque du même groupe WeVibe, qui commercialise des sextoys connectés pour les couples. Là, la hausse est de 40% des ventes en 2020 au niveau mondial et de 113% en France. Même tendance chez la marque suédoise Lelo, qui a vu son accroissement
français augmenté de 40%. Donc, on voit vraiment qu'il se passe quelque chose au niveau des scripts sexuels et il y a une forme de démocratisation des accessoires liés à la sexualité, des célibataires, mais pas que. Donc, objet encore honteux en France il y a une quinzaine d'années, les sextoys ne sont donc plus un tabou. Ils deviennent même un accessoire hype, entre guillemets, c'est le terme qui est utilisé par beaucoup des patients qui consultent, en psychologie notamment, de la génération Y. Et donc, ils apparaissent comme des accessoires modernes, ludiques, souvent design, qui sont un signe effectivement de renouveau et de modernité pour les utilisateurs et les utilisatrices. Alors, cette utilisation d'Internet et des accessoires intimes viennent modifier, comme je le disais, les pratiques sexuelles des Français. Et ce, surtout depuis 1 an. Cela s'est manifesté donc véritablement depuis mars, mais surtout depuis le mois de novembre, puisque la proportion de Français ayant eu un rapport sexuel dans le mois écoulé avait enregistré un net rebond au regard du printemps 2020. Donc en 6 mois, il y a eu des changements, au point de se retrouver quasiment au même stade qu'avant la pandémie, soit 70% de personnes ont déclaré avoir eu des rapports sexuels en novembre 2020, contre 56 en avril, et avant, il s'agissait de 74%. Donc, en novembre-décembre 2020, on connu quasiment les mêmes chiffres que l'avant-pandémie. Pourquoi ? Cela s'explique par une connaissance et donc une anticipation mentale du second confinement, avec une intimité possible grâce au télétravail commun et à l'absence des enfants qui sont retournés à l'école en journée, et grâce aussi à ces nouveaux paradigmes dont je vous parlais précédemment, donc sextoys et utilisation d'Internet. Mieux préparés, moins isolés, les Français ont pu trouver en fait des parades. Mais on pourrait aussi oser une autre interprétation. Au-delà de la dimension physiologique, le regain d'activité sexuelle dans un contexte d'usure psychologique, n'oublions pas le fond de dépression derrière qui est là, peut être aussi interprété comme le besoin de combler un manque affectif, pas que sexuel, exacerbé par la raréfaction des relations sociales. Comme on le disait au départ, on ne se voit plus, on ne se touche plus. Les données que l'on a notamment sur les télétravailleurs montrent en effet qu'en période de crise, le sexe, seul ou à deux, peut constituer un comportement de compensation, permettant de décompresser face aux situations d'anxiété. Il en va de la pulsion de vie, comme le disait Émile en présentation, donc de l'éros face à Thanatos. Et les effets du reconfinement semblent avoir suscité une demande générale de réconfort. On le voit actuellement, c'est vraiment la demande la plus criante. Dans les dernières statistiques, encore une fois, je fais beaucoup de socio-sexologie, mais je pense que c'est bien de pouvoir avoir aussi des chiffres clés pour pouvoir construire notre analyse aujourd'hui. Le manque de tendresse ou de câlin surpasse le manque de sexe. Pour reprendre les derniers chiffres, 47% de la population disait manquer de relations affectives et seulement 33% de relations sexuelles. Alors pour conclure, il apparaît que les Français ont été tout d'abord en état de sidération lors du premier confinement, ce qui a engendré une baisse notoire de leur désir, comme on l'a vu, de la fréquence des rapports sexuels et de la qualité aussi, qu'il s'agisse donc de sexualité procréative ou de sexualité récréative. Les recherches actuelles mettent en évidence aussi la construction de nouveaux paradigmes de la sexualité, distinguant d'une part la sexualité des visus, en présentiel, pourrait-on dire, je vais oser, et d'autre part une sexualité virtuelle que l'on pourrait aussi appeler la sexualité distancielle,
qui va fournir un support à l'imaginaire et entretenir la fonction sexuelle et les liens pour les couples éloignés et les célibataires en quête de rencontre. Donc, il ressort de ces études finalement une grande nouveauté. Il n'y a plus une, mais des pratiques sexuelles officielles en ce moment, à savoir celles en présentiel et celles en distanciel. Ou si on reprend des terminologies plus classiques et peut-être plus justes, celles entre guillemets réelles et celles virtuelles. On parle aujourd'hui de cybersexualité pour la sexualité via les écrans. Donc, le recours à cette cybersexualité et l'utilisation de jouets intimes ont permis de créer finalement et de vivre une sexualité ressentie comme affranchie des contraintes sanitaires et de plus personnalisée. Alors bien sûr, même si l'ancrage de ces pratiques est désormais attesté, notamment dans ces générations X et Y, les résultats de ces nouveaux paradigmes seront à observer et à analyser au fil du temps. Et la seconde conclusion qu'on pourrait tirer de l'étude que je propose ce soir est une forte apparition de la nécessité du lien, des liens et du toucher. Le pot à pot qui permet le principe de plaisir, la conscience de soi et de l'autre. Eh bien, ce pot à pot s'est affirmé comme un enjeu essentiel de la sexualité durant cette dernière année, et plus particulièrement durant ces derniers mois. Au-delà du sexe, c'est le besoin de caresse, c'est le besoin de réconfort qui commence vraiment à se manifester de manière criante. Cela prend forme dans le champ de la sphère intime, mais se retrouve, comme on le sait tous, dans d'autres sphères, dans les échanges humains, familiaux, amicaux, professionnels, etc. Donc le toucher, les embrassades, les baisers représentent ce moi-peau, comme dirait Didier Anzieux, ce livre auquel je tiens beaucoup, qui structure notre être et notre rapport au monde. Donc tout cela pour vous dire ce soir que, quelles que soient les situations, nos cœurs et nos corps révèlent toujours nos plus grands besoins, comme ils incarnent aussi le précieux terreau de nos plus grandes jouissances et de nos plus grandes libertés. À ce titre, eh bien, n'oublions pas de les cultiver. Je vous remercie.